La Chambre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, mesdames. À notre dernière audience, à la fin de celle-ci, on l'avait juste suspendue. Donc aujourd'hui, la Chambre ordonne la reprise de cette audience. Mais je m'avais demandé à monsieur le greffier de nous rappeler l'affaire qui est inscrite au rôle de ce jour. Monsieur le greffier. Ministère public contre Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Bien, la Chambre donne acte de la lecture donc de cette affaire. J'invite les avocats, toutes les parties qui sont donc concernées par le procès à se présenter pour qu'on sache qui est-ce qui est présent. Je vais demander d'abord au ministère public de décliner donc son identité et l'identité de tous les juges qui composent donc leur banc. Bien, M. Mbakefal, procureur général près les chambres africaines extraordinaires. Monsieur Youssef. Merci, monsieur le procureur général. Je vais maintenant m'adresser aux avocats des parties civiles. Bonjour, Monsieur le Président. Georges-Henri Bautier du barreau de Bruxelles, avocat de partie civile sous la houlette de Jacqueline Moudena. Maître Hassan Diomandiaï, avocat barreau de Dakar, avocat des parties civiles. Maître Jacqueline Moudena, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Maître Delphine Kemneloum Diraïbe, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Maître Lambi Soulgan, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Maître Fatima Tassal, avocate au barreau du Sénégal, avocat des parties civiles. Maître Philippe Oussinet, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Maître Yarefal, avocat au barreau du Sénégal, avocat des parties civiles. William Bourdon, avocat au barreau de Paris, avocat des parties civiles.
Bien. Nous nous adressons maintenant aux avocats de la défense. Merci, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Maître Mounir Balal, donc avocat au barreau du Sénégal, commis d'office par la Chambre africaine extraordinaire pour assurer la défense de l'accusé, Monsieur le Président Hissène Habré. Maître Mbaïsen, avocat au barreau du Sénégal, commis d'office pour la défense du président Hissène Habré. Maître Abdoul Ning, avocat au barreau du Sénégal, commis d'office. Bien, donc la Chambre remercie tous de cette présentation. À présent, la Chambre va donc donner lecture juste du résumé du jugement donc dans l'affaire tantôt rappelée par Monsieur le greffier. Bien, la Chambre africaine extraordinaire d'assises rouvre l'audience d'aujourd'hui pour rendre sa décision dans l'affaire le parquet contre Hissène Habré en vertu de l'article 23 des statuts des Chambres africaines extraordinaires et de l'article 318 alinéa 1 du Code de procédure pénale du Sénégal. Dans quelques minutes, je vais donner lecture du résumé des conclusions de la Chambre africaine extraordinaire d'assises de Dakar, contenu dans le jugement. Toutefois, je tiens à attirer votre attention sur le fait que seuls font autorité les analyses, constatations et conclusions écrites qui sont contenues dans le jugement écrit. Le jugement écrit sera disponible ultérieurement et les parties et le public seront dûment informés de sa disponibilité en temps utile. Bien. Le procès a commencé le 20 juillet 2015. Il a été suspendu dès le lendemain, c'est-à-dire le 21 juillet 2015, jusqu'à la date du 7 septembre 2015, afin de permettre aux avocats qui venaient d'être commis d'office par la Chambre de se familiariser avec le dossier et de préparer la défense de l'accusé. Entre le 9 septembre et le 16 décembre 2015, la Chambre a auditionné 96 victimes, témoins et experts, totalisant plus de 5600 pages de transcription. Elle a également admis 56 pièces à conviction, auxquelles s'ajoutent les milliers de documents du dossier d'instruction, dont plus de 2500 procès-verbaux d'audition et les archives retrouvées au siège de la Direction de la documentation et de la sécurité tchadienne, la DDS. Les audiences de plaidoirie se sont déroulées du 8 au 11 février 2016, après le dépôt des écritures finales des parties. La Chambre a clôturé les débats et mis l'affaire en délibéré le 11 février 2016. Toutes les parties de ce dossier ont joué un rôle essentiel pour que justice soit rendue. L'assistance que la Chambre a reçue du personnel de Chambre africaine extraordinaire et de toutes les personnes
qui ont contribué au bon déroulement de ce procès a également été précieuse pour aider la Chambre à accomplir son mandat. La Chambre profite de cette opportunité pour remercier toutes et toutes pour ce dévouement et pour votre travail. En particulier, je tiens à remercier toutes les parties prenantes, les avocats, les magistrats du ministère public, les juristes, les forces de l'ordre, les techniciens, je veux dire la caméra, les techniciens audio, qui ont contribué réellement au bon fonctionnement et à la réussite de ce procès. L'accusé de cette affaire est Hissène Habré. Au moment des faits, il était le président de la République du Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Le 16 février 2015, dans son ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises, la Chambre africaine extraordinaire d'instruction mettait Hissène Habré en accusation. Elle le renvoyait devant la Chambre africaine extraordinaire, que j'appellerai désormais la Chambre, au titre de l'entreprise criminelle commune pour avoir commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 sur les populations civiles, les Agawa, les Ayaraï, les opposants et populations du sud du Tchad, le crime autonome de torture et les crimes contre l'humanité, d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de torture et d'actes inhumains. Elle est renvoyée aussi pour avoir commis au Tchad durant la même période les crimes de guerre, d'homicide volontaire, de torture et de traitement inhumain, de transfert illégal, de détention illégale et d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique dans le cadre d'une part d'un conflit armé international entre les FANT et le GOUT appuyé par la Libye, et d'autre part d'un conflit armé non international entre les FANT et les Kodo du sud du Tchad. Le procureur général a plaidé que la responsabilité individuelle de Hissène Habré était engagée pour avoir participé à une entreprise criminelle commune dont le but consistait à réprimer toute velléité de rébellion ou d'opposition contre le régime par la commission des crimes de torture et des crimes contre l'humanité, de meurtre, d'exécution sommaire, d'enlèvement suivi de disparition, de torture et d'actes inhumains. Il a également soutenu que la responsabilité de Hissène Habré pouvait être retenue pour complicité par incitation pour les crimes commis contre les groupes ethniques et les opposants politiques et par aide et encouragement pour les crimes contre l'humanité et les crimes commis contre les prisonniers de guerre. S'agissant des prisonniers de guerre, le parquet général a aussi plaidé que l'accusé était responsable pour avoir failli à ses obligations légales d'agir et en vertu de sa responsabilité du supérieur hiérarchique. Pour les crimes commis dans le sud du Tchad, le procureur général a estimé que la responsabilité comme supérieur hiérarchique devait être retenue. Enfin, il a plaidé que Hissène Habré devait être condamné sur la base de la commission directe pour les crimes contre Hadija Hassan Zidane. Argumentant que plusieurs modes de participation sont cumulativement applicables, les avocats des parties civiles Abaï Fouta et consorts ont allégué que la responsabilité de Hissène Habré devait être retenue pour avoir planifié la neutralisation des personnes considérées comme les ennemis de son régime et ordonné la commission des crimes
contre ces mêmes personnes et les habitants du sud du Tchad. Ils ont encore plaidé que Hissène Habré devait être condamné pour avoir commis directement des crimes, notamment contre Adidja Hassan Zidane, pour avoir aidé et encouragé les crimes dont il est accusé et pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. Ils ont également argumenté que les violences sexuelles à l'encontre des détenus, l'esclavage sexuel, les disparitions forcées et les actes de pillage relevaient de l'entreprise criminelle commune élargie ou du type 3. Ils ont plaidé que l'ensemble des crimes relevait également de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les avocats des partis civils RADHT, AVCRP ont, quant à eux, soutenu que la responsabilité de Hissène Habré devrait être engagée au titre de l'entreprise criminelle commune pour le crime autonome de torture et les crimes contre l'humanité. Ils ont avancé que la responsabilité du supérieur hiérarchique s'imposait pour les crimes de guerre, à savoir tant les crimes commis durant le conflit du nord du Tchad que ceux au niveau du sud. Quant à la défense, elle a rejeté toute responsabilité de Hissène Habré dans les crimes commis au Tchad entre la période 1982 et 1990. Elle a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve que les crimes allégués soient imputables à Hissène Habré. Elle a catégoriquement nié que Hissène Habré puisse être tenu responsable pour les crimes commis contre Adidja Hassan Zidane. Elle a argumenté qu'il n'y avait pas eu d'action concertée de l'accusé avec qui que ce soit dans un but criminel commun, ni de système organisé visant à maltraiter les détenus et à commettre les divers crimes reprochés, et que le parquet général n'avait pas réussi à prouver que la direction de la documentation et de la sécurité ou les organes de sécurité étaient placés sous l'autorité de Hissène Habré. S'agissant des crimes commis dans le Sud, la défense a souligné que Hissène Habré ne pouvait avoir donné l'ordre de les commettre, étant entendu qu'en cette période, M. Hissène Habré était à la Mecque, et que la preuve du lien de subordination requis pour la responsabilité du supérieur hiérarchique et la preuve de la commission par Hissène Habré la preuve de la connaissance par Hissène Habré de la commission de tels crimes n'avait pas été rapportée. La Chambre va d'abord présenter le résumé de ses conclusions sur les crimes commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, avant de présenter le résumé de ses conclusions sur une responsabilité éventuelle pénale de l'accusé. Bien. S'agissant des conclusions sur les crimes commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, la Chambre abordera tout d'abord la répression des opposants politiques, des populations du sud du Tchad, des Adjaraï et des Agawa, puis, dans un deuxième temps, la question des violences sexuelles contre les femmes détenues et enfin, la question des violences contre les prisonniers de guerre. Dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir de Hissène Habré par la force le 7 juin 1982, les arrestations massives des citoyens tchadiens ont commencé. Elles ont initialement touché les opposants politiques au régime de Hissène Habré et notamment les membres des différentes factions du GUNT et ceux suspectés d'être alliés à la Libye. Cependant, très vite, tout citoyen tchadien ou étranger suspecté d'opposition ou assimilé comme tel en raison de ses liens familiaux,
amicaux et ou ethniques a été susceptible d'être arrêtés, y compris les femmes et les enfants. Ces arrestations menées en dehors de tout cadre juridique et judiciaire, la plupart du temps par les membres de la Direction de la documentation et de la sécurité, la DDS, et de la Brigade spéciale d'intervention rapide, la BESIR, le bras armé de la DDS. Les personnes ainsi arrêtées étaient alors généralement interrogées au siège de la DDS ou de la BESIR. Elles étaient ensuite quasiment et systématiquement incarcérées dans une des prisons du réseau de détention de la DDS à N'Djamena. Il existait également des centres de détention dans les provinces du Tchad, mais il n'était pas rare que les détenus soient transférés de ces prisons vers N'Djamena. Le réseau de détention de la DDS était constitué de 7 prisons principales au niveau de N'Djamena. Il s'agissait des locaux, la piscine, le camp des martyrs ou appelé encore camp 13, la prison de la présidence, la prison de la gendarmerie, la prison de la Bessir et la prison de Moursal. Ce réseau de prisons, parallèle au système pénitentiaire légal, existait et œuvrait en violation de la législation pénale en vigueur. La torture y était systématique lors des interrogatoires et elle était pratiquée à grande échelle, étant de fait quasiment érigée en mode de gouvernance. Ce sont principalement les agents de la DDS et de la BESIR qui étaient en charge des tortures. Les moyens de torture étaient variés et comprenaient souvent le décorage appelé encore arbatachar, qui est un mot certainement arabe, mais aussi il y avait le supplice des baguettes, dont peu en échappaient vivants, le supplice du pot d'échappement, les gavages d'eau, des électrocutions, des violences sexuelles tant sur les femmes que sur les hommes, et la diète noire consistant à priver les détenus de nourriture et d'eau. En plus de ces tortures qui leur étaient infligées, les détenus étaient systématiquement maintenus dans des conditions de détention effroyables. En effet, ils étaient entassés dans des cellules surpeuplées, insalubres et infestées d'insectes. Faute de place, les détenus devaient dormir à tour de rôle sur le sol nu. Ces cellules étaient totalement dépourvues d'hygiène. Seul un demi-fût, j'allais dire, était laissé aux détenus pour leurs besoins naturels. Les cadavres étaient laissés en état de décomposition dans les cellules parfois plusieurs jours. L'odeur y était repoussante. La chaleur y était telle que certains détenus étaient contraints de s'allonger sur les cadavres de leurs co-détenus afin d'y chercher un peu de fraîcheur. D'autres buvaient leur urine. Les détenus recevaient rarement plus d'un repas par jour de mauvaise qualité et en quantité insuffisante. Les détenus dont l'organisme était déjà fragilisé par de telles conditions d'incarcération et les tortures développaient inévitablement des maladies pour lesquelles ils ne recevaient aucun traitement médical. Beaucoup mouraient des suites de tortures et ou de leur soumission à de telles conditions de détention. Quand ils ne mouraient pas suite aux tortures et aux conditions inhumaines de détention, de nombreux détenus étaient extraits des prisons de la DDS et ont été exécutés ou amenés par les agents de la DDS ou de la BESIR sans jamais plus réapparaître. Les proches de ceux ou de celles arrêtés ne recevaient aucune information quant à leur lieu de détention ni quant à leur sort.
Beaucoup n'ont réalisé que leurs proches étaient morts qu'à la chute du régime de Hissène Habré. Les corps de ceux décédés en prison ou exécutés n'étaient pas restitués aux familles et les cadavres étaient enfouis sans rite et dans des fosses tenues secrètes. Les agents de la DDS et de la BESIR, tenus au secret, ne pouvaient et ne devaient informer les proches des détenus de leur sort. De façon similaire, ceux qui avaient la chance de sortir vivants des prisons de la DDS devaient prêter serment tel que les 3 petits singes, ils n'avaient rien vu, ils n'avaient rien entendu et qu'ils ne parleraient pas. Les catégories de personnes considérées comme ennemies du régime de Hissène Habré ont évolué au fil des années. Parallèlement à la répression des supporters de Gounth ou de la Libye, ou considérés comme tels, le régime de Hissène Habré s'est lancé à la reconquête du sud du Tchad. En même temps que le régime menait des négociations avec les Kodo, une répression féroce s'était abattue sur ces Kodo et la population civile du sud, considérée comme forcément alliée à ces Kodo. La répression dans le sud a été particulièrement violente à partir d'août-septembre 1984, période connue sous le nom de Septembre noir, jusqu'au mois d'août 1985. À cette époque, une délégation présidentielle a été envoyée dans le sud afin de participer à la répression des populations du sud et en particulier de ses cadres. Les cadres sudistes étaient alors systématiquement arrêtés, torturés ou exécutés, souvent sur la base de listes préalablement établies, en particulier à Sar et à Koumra. Plusieurs d'entre eux ont été ensuite transférés en N'Djamena pour être détenus dans les prisons de la DDS, où ils ont été exposés au même traitement que les autres détenus. Outre le massacre d'au moins 21 personnes, dont un enfant, à la ferme de Delhi, la traque des Kodo a également donné lieu à de multiples exactions et exécutions dans les villages du sud, notamment à Ngalo, Bengamian, Bekoy, Maïguide, Maïbo, Ngula 1, 2 et 3, Mouassala et les villages alentours. Suivant un mode opératoire similaire, les forces impliquées, généralement après avoir préalablement encerclé le village, interrogeaient la population sur la présence de Kodo ou l'existence de Kodo, sélectionnaient des hommes et les exécutaient sommairement, faisant plusieurs dizaines de morts. La Chambre n'a cependant pas été en mesure de conclure que 17 personnes avaient été tuées à Begada, faute de preuves suffisantes. Les forces impliquées dans la répression du Sud comprenaient les FANT, la BESIR, la DDS, la garde présidentielle et les services d'investigation présidentielle. À partir de 1987, la communauté Adjaraï, dont les leaders étaient alliés de longue date avec Hissène Habré, a également été victime d'une répression de grande ampleur. L'ensemble de la communauté Adjaraï a alors fait l'objet d'une punition collective pour la rébellion et la création du Mossanat par certains de ses membres. Une commission fut créée pour piloter la répression. Comme pour les opposants politiques ou suspectés comme tels, les Adjaraï ont été systématiquement et méthodiquement arrêtés, torturés, exposés à des conditions de détention inhumaines, exécutés et ou victimes de disparition. La répression a été particulièrement brutale à Mongo, où de nombreux cadres et des leaders Adjaraï ont été arrêtés puis exécutés ou transférés dans les centres de détention de la DDS à N'Djamena, y compris par avion militaire. Les membres de la DDS, de la BESIR, de la garde présidentielle sont parmi les principaux auteurs de ces exactions.
La dernière grande vague de répression a ciblé la communauté des Zagawa. Suite à la défection le 1er avril 1989 de Idriss Déby Itno, Hassan Diamous et Ibrahim Mahamat Itno, anciens hauts gradés du régime de Hissène Habré, une commission spéciale pour la répression des Zagawa fut créée. Les membres de cette commission étaient les membres de la DDS, de la Bessir, dont plusieurs avaient déjà fait partie de la commission contre les Ayaraï. Les personnes d'ethnie Zagawa ont alors été systématiquement arrêtées, torturées, exposées à des conditions inhumaines de détention, exécutées et ou enlevées sans réapparaître. Là encore, des avions militaires ont été affrétés pour acheminer certains de ceux arrêtés en province vers N'Djamena. Les forces impliquées étaient principalement la DDS, la Bessir, la garde présidentielle et les renseignements généraux. Ayaraï, pour leur appartenance même à la communauté Zagawa. Toutefois, qu'il ne résulte pas des éléments de preuve que les Arabes et les étrangers ont été ciblés en tant que groupe ethnique ou en tant qu'ethnie, mais en raison de leur opposition supposée au régime de Hissène Habré. La Chambre note en outre que l'acharnement à débusquer de potentiels opposants au régime a conduit la DDS à se retourner contre ses propres agents et à les traiter de façon similaire à ceux considérés comme les ennemis du régime. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la Chambre conclut qu'il existait une attaque systématique et généralisée contre la population civile du Tchad et que sont constitués le crime autonome de torture visé à l'article 8 du statut et les crimes contre l'humanité d'homicide volontaire, la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de torture et d'actes inhumains visés aux articles 6b, 1 et G du statut. La Chambre ne peut, pour les événements évoqués, retenir les crimes de guerre, de destruction et d'appropriation des biens non justifiés par les nécessités militaires et de pillage visés respectivement aux articles 7.1e et 7.2f du statut. La Chambre africaine d'instruction, les ayant déjà jugés non constitués, faute de preuves suffisantes, et cette décision étant devenue définitive, faute d'appel des parties. La Chambre considère également que le degré d'organisation de Kodo, n'atteignant pas le niveau requis en droit international humanitaire pour constituer un conflit armé non international. Aucun des crimes commis dans le sud du Tchad ne peut donc être qualifié de crime de guerre. Les témoignages devant la Chambre ont permis de mesurer la place et l'ampleur des violences sexuelles au sein du système de répression du régime. En effet, les éléments de preuve prouvent qu'entre 1984 et 1989, plusieurs femmes et jeunes filles détenues et ou interrogées dans plusieurs prisons de la DDS à N'Djamena ont été soumises à des rapports sexuels forcés par les agents de la DDS, par les membres des autorités en charge de la prison, des locaux et par les militaires de la Bessir. De plus, pendant environ un an, de 1985 à 1986, 11 femmes confinées dans le camp militaire de Kalaït et asservies à une vie de domestique ont été soumises à des rapports sexuels forcés par les militaires tchadiens
au camp de Kalaït. De façon similaire, pendant environ un an, entre 1988 et 1989, 9 femmes et jeunes filles confinées dans le camp militaire de Wadidoum et asservies à une vie de domestique ont été soumises à des rapports forcés par le commandant et les militaires tchadiens au camp de Wadidoum. En vertu de son pouvoir de requalification, la Chambre conclut que ces faits constituent le crime autonome de torture visé à l'article 8 du statut et les crimes contre l'humanité de torture et de viol visés aux articles 6A et G du statut. S'agissant des faits commis dans les camps de Kalaït et de Wadidoum, ils constituent en plus le crime contre l'humanité d'esclavage sexuel visé à l'article 6A du statut. La Chambre reviendra sur ces allégations que l'accusé a imposées de rapports sexuels forcés à une des détenues quand elle abordera la responsabilité pénale. Les éléments de preuve devant la Chambre démontrent que, suite à la reprise de Faya Larzo le 30 juillet 1983, les FANT ont arrêté 150 civils et militaires de Gont, mis hors combat, puis les ont exécutés. Par ailleurs, les gardes qui accompagnent Hissène Habré ont battu les prisonniers de guerre détenus à l'aéroport de Faya Larzo avec des cordelettes. Au cours de cette bataille, au moins 1000 combattants de Gont et des soldats libyens ont été arrêtés par les FANT, puis détenus dans la maison d'arrêt de Faya Larzo pendant 6 jours. Les conditions de détention y étaient terribles, car il n'y avait quasiment ni nourriture, ni eau, et que les blessés mouraient faute de soins. Beaucoup ont été maltraités et frappés par les soldats des FANT. Ces prisonniers de guerre ont ensuite été transférés à N'Djamena. Au cours de leur transfert, qui a duré 3 jours, ils ont été privés d'eau, de nourriture, malgré la chaleur accablante. Ils ont également été maltraités par les militaires zaïrois venus en renfort des FANT. Arrivés à N'Djamena, ils ont été exposés à la foule qui leur a jeté des pierres et les a insultés. Ces prisonniers de guerre ont alors été détenus dans la maison d'arrêt de N'Djamena, parfois pour plusieurs années, dans des cellules si bondées que les détenus ont dû s'organiser entre eux pour s'asseoir. Ils ne recevaient que très peu de nourriture et de mauvaise qualité, et qui entraînaient des maladies et des décès. Les cadavres n'étaient toujours pas enlevés immédiatement, aggravant encore le manque d'hygiène. Les prisonniers étaient par ailleurs victimes de sévices, y compris pendant les interrogatoires. La partie de la maison d'arrêt où les prisonniers de guerre étaient détenus était sous la responsabilité générale de la DDS, qui associait les COPOFAN, en fait ce sont des comités populaires des FANT, à la gestion quotidienne. Ces entités ont été impliquées dans le mauvais traitement des détenus. Rapidement, après leur transfert à N'Djamena en août 1983, 150 prisonniers qui ont été sélectionnés et extraits de la maison d'arrêt par les agents de la DDS. Escortés par des militaires, les prisonniers ont été amenés à Mbing où ils ont été exécutés. Il n'y a eu qu'un seul survivant. Depuis 1997, les agents de la DDS ont sélectionné 19 prisonniers sur la base d'une liste, les ont emmenés hors de la maison d'arrêt et les ont exécutés. Suite à la bataille de Kalaït Chalouba, en août 1983, 53 prisonniers de guerre qui avaient été capturés par les FANT ont été fusillés. Seul un d'entre eux a survécu à ses blessures par balle. La Chambre considère qu'au moment de ces événements, il existait dans le nord du Tchad,
à la fois un conflit armé non international entre les Fantes et les Gountes et son armée, l'armée nationale de libération et un conflit international entre la Libye, alliée du Gounte, et le Tchad, soutenu notamment par la France et les États-Unis. La Chambre est convaincue que ces événements constituent des crimes de guerre, d'homicide volontaire, de torture, de traitement inhumain et de détention illégale visés à l'article 7.1a, b et h du statut, et les crimes de guerre, de meurtre, de torture et de traitement cruel visés à l'article 7.2a du statut. La Chambre conclut que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le crime de guerre de transfert illégal visé à l'article 7.1h du statut est constitué. La Chambre ne peut retenir les crimes de guerre de privation d'un prisonnier de guerre ou de toute autre personne de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement et d'exécution sans jugement, visés respectivement aux articles 7.1e et 7.2g du statut. La Chambre africaine d'instruction les ayant jugés non constitués, faute de preuves suffisantes, et cette décision étant définitive, faute d'appel par les parties. La Chambre rappelle tout d'abord que le témoignage d'une des victimes de violences sexuelles n'a pas besoin... La Chambre rappelle tout d'abord que le témoignage d'une victime de violences sexuelles n'a pas besoin d'être corroboré. S'agissant du témoignage de Hadija Hassan Zidane, la Chambre l'a méticuleusement analysé, notamment à la lumière des arguments des parties. La déposition à la barre de Hadija Hassan Zidane, mettant en cause dans des faits de viol mettant en cause Hissène Habré dans des faits de viol sur sa personne est non seulement cohérente en soi et avec des déclarations préalables, mais également soutenue par la déposition d'une autre détenue dont le témoignage a été considéré très crédible par la Chambre. Hadija Hassan Zidane a expliqué clairement les raisons de son silence initial. Outre la pudeur, elle avait peur et honte. De plus, elle attendait de faire face à Hissène Habré lors du procès pour tout raconter sans honte. La Chambre est convaincue qu'elle a dit la vérité. La Chambre est également convaincue que M. Hissène Habré a imposé à Hadija Hassan Zidane des rapports sexuels non consentis à 3 reprises et un rapport sexuel buccal, lui aussi non consenti, après qu'il lui ait violemment planté un stylo dans le bas-ventre et les jambes. Compte tenu des circonstances, la Chambre n'a aucun doute que Hissène Habré savait que sa victime n'était pas consentante. Au contraire, il a profité de sa position d'autorité en tant que président du Tchad pour soumettre Hadija Hassan Zidane à ses viols et ses vices. Par conséquent, la Chambre conclut que Hissène Habré a commis en vertu de l'article 10, paragraphe 2 du statut, le crime de viol comme acte sous-jacent de crime contre l'humanité visé par l'article 6A du statut, le crime de torture comme acte sous-jacent de crime contre l'humanité visé par l'article 6G du statut et le crime autonome de torture visé à l'article 8 du statut. Sur la responsabilité, maintenant j'en viens, pour l'exécution des soldats suspectés d'avoir commis le massacre à Ngalo,
Les éléments de preuve démontrent qu'en juillet 1985, les militaires des Fantes ont tué plus de 70 personnes à Ongalo. Une semaine après ce massacre, des milliers de Fantes sont revenus dans le village accompagnés de 2 personnes et porteurs d'un message de Hissène Habré. Selon ce message, Hissène Habré déniait avoir envoyé ses troupes pour exécuter la population du village et, afin de redonner confiance au village, allait faire exécuter les responsables de ce massacre. Les militaires ont alors été exécutés publiquement, les 2 hommes qu'ils avaient amenés. Les éléments de preuve démontrent également que les 2 hommes, dont l'identité et la qualité sont inconnus, ont été exécutés sans procès préalable. La Chambre conclut donc qu'ils ont été victimes d'homicide volontaire comme acte sous-jacent de crime contre l'humanité visé à l'article 6B du statut. La Chambre conclut également que Hissène Habré, usant de sa position d'autorité et avec l'intention de commettre ce crime, a ordonné l'exécution des 2 hommes. Il ne fait aucun doute que l'ordre qu'il a donné a contribué d'une manière directe et substantielle à la perpétration du crime. Hissène Habré est donc coupable d'avoir ordonné, en vertu de l'article 10.2 du statut, l'homicide volontaire comme acte sous-jacent de crimes contre l'humanité visé à l'article 6B du statut. La Chambre précise que ce crime ne saurait s'analyser comme constitutif d'une sanction telle que requise au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Sur la responsabilité de Hissène Habré au titre de l'entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve démontrent que tout au long du régime de M. Hissène Habré, les différentes vagues de répression ont suivi un mode opératoire similaire. Ce mode opératoire consistait notamment à sélectionner les ennemis du régime et ceux assimilés comme tels, à les arrêter, à les détenir dans les prisons dans le réseau de prisons parallèles de la DDS, à les torturer lors des interrogatoires afin d'obtenir les renseignements ou les aveux, de les punir ou encore de les intimider, à leur infliger des conditions de détention d'une grande cruauté, à les exécuter et ou à les faire disparaître. Des commissions ou délégations spéciales ont été également créées pour rendre la répression plus efficace. De plus, la répression des opposants politiques des populations du Sud, des Agueraï et des Agawa, a nécessité la mise en œuvre d'une collaboration étroite entre les différents organes sécuritaires, militaires et politiques, en particulier entre la DDS et la BESIR, mais aussi les FANT, la garde présidentielle, le service d'investigation présidentielle, les renseignements généraux et l'UNIR. Les ennemis du régime ont été systématiquement traqués sur l'ensemble du territoire tchadien et parfois en dehors et avec intensité particulière dans les régions dont étaient originaires les personnes ciblées. À chaque fois, le simple fait d'être parenté à une personne perçue comme ennemie, d'appartenir à une communauté ou d'avoir quelque relation que ce soit avec ceux-ci, suffisait à mettre en branle la machine répressive. La similitude de ces vagues de répression conduites à très grande échelle et sans interruption sur 8 ans démontre l'existence d'un objectif commun. Cet objectif commun consistait à réprimer non seulement toute rébellion et toute opposition pouvant, aux yeux du régime, porter atteinte à l'unité et la souveraineté du Tchad,
mais aussi à prévenir toute volonté d'opposition et imposant un régime de terreur. Cet objectif commun existait immédiatement et au plus tard dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir par la force de Hissène Habré. Afin de réaliser cet objectif commun, les membres de l'entreprise criminelle commune qui partageaient cet objectif commun avaient l'intention de recourir et ont eu recours aux crimes d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition et de torture et d'actes inhumains. La Chambre considère qu'il ne résulte pas de ces éléments de preuve que tous les membres de l'entreprise criminelle commune avaient l'intention de recourir au viol et à l'esclavage sexuel pour réaliser l'objectif commun. En revanche, la Chambre est convaincue que le viol et la réduction en esclavage sexuel des femmes détenues étaient une conséquence naturelle et prévisible de l'exécution de l'entreprise criminelle commune. En effet, ces femmes assujetties pour la plupart à la torture étaient détenues dans un climat de violence généralisée, institutionnalisée et dans un état d'extrême vulnérabilité sans aucune protection. Par ailleurs, elles étaient interrogées et surveillées par des agents étatiques recourant quotidiennement et en toute impunité à la violence contre les détenus, y compris contre elles. S'agissant des camps de Kalaït et Wadidoum, les femmes qui y étaient détenues étaient en outre quasiment les seules femmes accessibles aux soldats stationnés dans les camps, perdus en plein désert. Compte tenu de leur degré d'implication dans l'exécution de l'objectif commun, la Chambre considère que les personnes suivantes étaient membres de l'entreprise criminelle commune. Il s'agit Abakar Torbo, Saleh Younous, Guini Korey, Mahamat Djibrin Di El Jonto, Abba Moussa, Issa Araway, Mahamat Saker Dibidon et Mahamat Fadil. D'autres membres de la DDS, de la BESIR, défendent la garde présidentielle, du service d'investigation présidentielle, des renseignements généraux, de l'INIR et des organes politiques étaient également membres de l'entreprise criminelle commune, sans que toutefois la Chambre soit à mesure d'en établir une liste exhaustive. S'agissant de la contribution de l'accusé à cette entreprise criminelle commune, la Chambre considère que les éléments de preuve démontrent notamment que Hissène Habré contrôlait la plupart des organes de sécurité impliqués dans la répression et la réalisation de l'objectif commun. En particulier, il contrôlait la DDS et la BESIR qu'il avait créée et dont il nommait et destituait les agents, y compris les personnes clés. Il était impliqué dans la gestion quotidienne de ces organes. Il contrôlait également la garde présidentielle, composée essentiellement de Goran, l'ethnie à laquelle il appartient, et les services d'investigation présidentielle. Hissène a au minimum autorisé la mise en place du réseau des prisons, la DDS, y compris la construction de la prison de la piscine en 1987. Il s'est également assuré de son bon fonctionnement à travers la DDS et la BESIR. Hissène Habré donnait des ordres d'arrestation, de libération et d'exécution de prisonniers détenus dans le réseau de prisons de la DDS. Hissène Habré participait directement aux interrogatoires et aux séances de torture, parfois en infligeant lui-même des sévices ou en les ordonnant. Il donnait aussi des ordres par téléphone ou par talkie-walkie. Hissène Habré cumulait les fonctions de président de la République, du chef suprême des armées, et à partir de mars 1986, celle du ministère de la Défense. Il contrôlait les fentes qui ont
également été impliqués dans la réalisation de l'objectif commun. Aucun avion militaire ne pouvait décoller sans son accord. Hissène Habré a au minimum autorisé les transferts vers N'Djamena par avion militaire de personnes arrêtées dans les provinces. Hissène Habré a mandaté une délégation pour participer à la répression dans le sud du Tchad, en particulier à la répression des cadres. La Chambre est convaincue que Hissène Habré, agissant de concert avec les membres de l'entreprise criminelle commune, a utilisé les organes sécuritaires et militaires dont il avait le contrôle pour réaliser l'objectif commun. Sa contribution à l'entreprise criminelle commune a été non seulement importante, elle a été également essentielle et déterminante. S'agissant de l'intention requise pour l'entreprise criminelle commune, les ordres donnés par Hissène Habré et sa participation à certains de ces crimes commis par les membres de l'entreprise criminelle commune et ou par les agents utilisés pour réaliser l'objectif commun démontrent que Hissène Habré avait l'intention de commettre ces crimes. De plus, Hissène Habré avait pleinement connaissance de l'étendue de la mesure des crimes commis pour réaliser l'objectif commun. Outre le fait qu'une des prisons secrètes se trouvait à l'intérieur même de la présidence et qu'il se rendait dans les prisons de la DDS, Hissène Habré recevait quotidiennement des informations variées en provenance de multiples sources, tant sécuritaires, militaires que politiques. Il était en particulier en contact permanent avec le directeur de la DDS qui avait tissé sa toile d'araignée sur toute l'étendue du territoire. Les éléments de preuve démontrent que Hissène Habré, bourreau du travail et excellent administrateur, prenait officiellement connaissance des correspondances, des rapports et fiches qui lui étaient adressés, et y compris parfois en les annotant. Il a par ailleurs reçu de multiples rapports et correspondances d'organisations non gouvernementales l'informant des allégations de crimes commis par ces troupes. Le fait que Hissène Habré ait été en pèlerinage à la Mecque pendant une dizaine de jours, fin août, début septembre 1984, n'altère en rien cette conclusion. Malgré sa connaissance intime et étendue des crimes commis contre ses propres citoyens et le contrôle qu'il exerçait sur ceux qui les commettaient, Hissène Habré n'a pris aucune sanction à leur encontre, et ce, alors même que les crimes ont été commis sans discontinuer et sans diminuer d'intensité pendant 8 ans. Ce faisant, Hissène Habré a créé et maintenu un environnement d'impunité totale à l'échelle du Tchad, propice à la commission de nouveaux crimes. Il ne fait par conséquent aucun doute que Hissène Habré avait l'intention de commettre les crimes prévus par l'entreprise criminelle commune et de participer au but criminel commun qu'il partageait avec les autres membres de l'entreprise criminelle commune. La Chambre souligne enfin que Hissène Habré a explicitement exposé ses intentions criminelles lors de son discours le 19 mai 1989 devant l'UNIR, alors que la vague de répression contre les Agawa venait d'être lancée. Il a alors notamment déclaré « Les ennemis camouflés, les ennemis rampant dans nos rangs, manipulés par la main de l'étranger, que ceux-ci sachent que nous les suivons et ils seront démasqués et détruits. Et sachez que les ennemis sont là. Ils sont près de nous et même dans nos rangs. La révolution a riposté et les a écrasés. » La Chambre conclut donc que Hissène Habré était membre de l'entreprise criminelle commune. À ce titre et en vertu de l'article 10.2 du statut,
Il est coupable de crimes autonomes de torture visés à l'article 8 du statut et des crimes contre l'humanité, d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de torture et d'actes inhumains visés aux articles 6b, F et G du statut. La Chambre est par ailleurs convaincue qu'il était prévisible pour l'accusé que les crimes de viol et d'esclavage sexuel comme crimes contre l'humanité étaient susceptibles d'être commis au cours de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. Hissène Habré avait conscience que les femmes étaient détenues dans un climat de violence généralisée et institutionnalisée et étaient dès lors placées dans un état d'extrême vulnérabilité sans qu'aucune protection ne soit envisagée. Il savait également qu'elles étaient interrogées et surveillées par des agents étatiques recourant quotidiennement et en toute impunité à la violence contre les détenus. En outre, ayant lui-même violé une détenue à 4 reprises, il lui était prévisible que ses subordonnés étaient susceptibles de commettre un tel crime à leur tour. Par ailleurs, Hissène Habré ne pouvons pas ignorer que des femmes avaient été transférées dans des camps militaires de Kalayit et de Wadidoum. Il lui était prévisible qu'elles étaient susceptibles d'y être utilisées comme esclaves sexuels par des soldats stationnés dans ce camp perdu en plein désert. Malgré tout, en participant à l'entreprise criminelle commune, il a pris le risque que ces crimes soient commis. La Chambre conclut donc que Hissène Habré est coupable en application de l'article 10, paragraphe 2 du statut, des crimes contre l'humanité, de viol et d'esclavage sexuels visés à l'article 6A du statut. Sur la responsabilité de Hissène Habré pour les crimes de guerre. Comme la Chambre l'a déjà évoqué, les éléments de preuve démontrent que Hissène Habré avait le contrôle effectif sur les militaires de Fante et les agents de la DDS. En sa qualité de chef des armées, Hissène Habré dirigeait lui-même les combats qui ont abouti à la reprise de Faya Largeau au Gounte en juillet 1983. Compte tenu de son implication personnelle dans cette bataille et du fait qu'il combattait le Gounte et ses membres depuis des années, la Chambre est convaincue que Hissène Habré savait que 150 cadres militaires de Gounte avaient été arrêtés et ou étaient sur le point d'être exécutés par ses subordonnés. Lors de son passage à l'aéroport de Faya Largeau, Hissène Habré, se référant aux prisonniers de guerre alors détenus là, a d'abord commenté en ces termes: ce sont ces bambins-là qui nous ont fait chier, puis a dit aux gardes d'en faire ce qu'ils veulent. Les gardes ont alors battu les prisonniers avec des cordelettes. Compte tenu de ces circonstances, il ne fait aucun doute que Hissène Habré savait que les prisonniers de guerre étaient sur le point d'être maltraités par les gardes. Compte tenu de sa présence à Faya Largeau pendant et immédiatement après les combats, ainsi que de son propre comportement avec les prisonniers de guerre, Hissène Habré savait, ou à tout le moins, avait des raisons de savoir que les prisonniers de guerre étaient exposés et ou étaient sur le point de l'être par ses subordonnés à des sévices et à des conditions de détention difficiles à Faya Largeau et pendant leur transfert à N'Djamena. Tout comme les détenus du réseau des prisons de la DDS, les prisonniers de guerre incarcérés à la maison d'arrêt de N'Djamena, qui étaient sous le contrôle de la DDS,
était soumis à des conditions de détention déplorables et à des sévices. Hissène Habré ne pouvait pas ignorer que la DDS contrôlait la maison d'arrêt de N'Djamena. En outre, par une lettre en date du 29 octobre, prisonnier de guerre ne doit quitter la maison d'arrêt sauf que Hissène Habré savait au minimum raison de savoir que ses subordonnés avaient commis, commettaient ou étaient sur le point de commettre des sévices contre les prisonniers de guerre et les avaient exposés ou les exposaient et ou étaient sur le point de les exposer à de cruelles conditions de détention. L'exécution des 149 prisonniers à Mbing en août 1983 et celle des 19 prisonniers de guerre début 1987 ont suivi le même mode opératoire que les exécutions dans le réseau de prisons de la DDS. Sélection des prisonniers par les agents de la DDS et transfert en voiture vers un lieu d'exécution. S'agissant de l'exécution d'Ambring, la Chambre est convaincue que, compte tenu du mode opératoire suivi et impliquant la DDS et des militaires, du nombre de prisonniers abattus, la proximité temporelle de ces exécutions avec la reprise de Faya Largeau et du réseau de renseignement de son service. Hissène Habré savait ou avait des raisons de savoir qu'un grand nombre de prisonniers de guerre étaient sur le point d'être abattus ou avaient été abattus par ses subordonnés. La Chambre est également convaincue que, n'ayant pas sanctionné les auteurs de ce massacre d'Ambing, Hissène Habré avait des raisons de savoir que d'autres exécutions de prisonniers de guerre détenus à la maison d'arrêt de N'Djamena étaient sur le point de se produire. La Chambre conclut en outre que, n'ayant pas sanctionné les auteurs des exécutions des 50 cadres à Faya Largeau et connaissant le risque de représailles contre les soldats de Gount par ses troupes, et compte tenu du réseau de renseignement de son service, Hissène Habré savait et ou avait des raisons de savoir que d'autres prisonniers de guerre avaient été tués par les Fantes suite au combat contre le Gount ou étaient sur le point de l'être. Toutefois, à aucun moment, Hissène Habré n'est intervenu pour prévenir ou punir les crimes commis par ses subordonnés. La Chambre conclut donc que Hissène Habré est coupable sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique visée à l'article 10.4 du statut des crimes de guerre d'homicide volontaire, de torture, de traitement inhumain et de détention illégale visés aux articles 7.1a et F du statut, et des crimes de guerre, de meurtre, de torture et de traitement cruel visés à l'article 7.2a du statut. Le verdict. Hissène Habré, la Chambre vous déclare coupable en application de l'article 10.2 du statut des crimes contre l'humanité de viol, d'esclavage forcé, d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de torture et d'actes inhumains visés aux articles 6A
B, F et G du statut. En application de l'article 10.2 du statut, du crime autonome de torture visé à l'article 8 du statut. En application de l'article 10.4 du statut, des crimes de guerre d'homicide volontaire, de torture, de traitement inhumain et de détention illégale visés aux articles 7.1 A, B et F du statut, et des crimes de guerre de meurtre, de torture et de traitement cruel visés aux articles 7.2 A du statut. La Chambre vous acquitte du crime de guerre de transfert illégal visé à l'article 7.1 F du statut. Quant à la peine, dans l'évaluation de la peine, la Chambre a notamment pris en compte l'extrême gravité et l'ampleur des crimes pour lesquels l'accusé a été déclaré coupable. Elle a aussi tenu compte du fait que ces éléments de crime ont été commis de façon ininterrompue pendant 8 ans, pendant toute la durée du règne de Hissène Habré. Ces crimes ont fait des milliers de victimes. Nombre d'entre eux ou d'entre elles souffrant 30 ans plus tard, toujours des conséquences de ces crimes. Ces crimes ont aussi laissé des traces indélébiles dans de très nombreuses familles tchadiennes. La Chambre a également tenu compte du degré d'implication de l'accusé dans la commission de ces crimes. En particulier, la Chambre note le rôle central du chef d'orchestre que Hissène Habré a joué dans la répression tous azimuts de la population civile. Hissène Habré concentrait tous les pouvoirs, président de la République, chef suprême des armées, puis à partir de mars 1986, ministre de la Défense, a créé et entretenu un système où l'impunité et la terreur faisaient loi. Il était à la tête d'un régime de suspicion généralisée si paranoïaque qu'il se retournait même contre ses propres agents. La Chambre a également retenu que Hissène Habré a commis à 4 reprises le crime de viol contre une victime particulièrement vulnérable. La Chambre a également considéré le mépris insultant de l'accusé à l'égard de la Chambre pendant toute la durée du procès. Outre un turban derrière lequel il a constamment caché son visage, l'accusé a fini par porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Il a aussi refusé de se lever à chaque entrée et sortie de la Chambre, mais n'a pas hésité à se faire acclamer par quelques supporters et à chacune de ses propres sorties de la salle d'audience. En outre, Hissène Habré n'a pas été victime et les viols qui ont été commis. Comme circonstance atténuante, la Chambre a pris en compte l'âge de l'accusé, le fait qu'il serait un bon père de famille et qu'il ait aidé des proches. Toutefois, la Chambre n'a accordé qu'un poids extrêmement limité à ces circonstances atténuantes au regard de l'ampleur et de la durée des crimes commis et du degré d'implication de l'accusé dans leur commission. La Chambre conclut, après avoir apprécié la gravité des crimes commis, compte tenu de la situation personnelle de Hissène Habré, que les circonstances aggravantes l'emportent nettement sur les circonstances atténuantes. En conséquence, Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Dit cependant n'y avoir lieu à la confiscation des biens saisis.
Hissène Habré, la Chambre vous informe que vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la date de prononcé de ce jugement pour faire appel de la décision conformément à l'article 360 du Code de procédure pénale. Voilà en somme la décision rendue par la Chambre, mais à l'endroit des avocats des partis civils défense et également à Monsieur le procureur, mai 2016 à 10 h dans ses locaux au niveau de la cité Cœur Gorgui. Autre chose? Autre chose? Il n'y a rien, c'est mon temps de mettre les chaussures. Bien, la décision a été rendue, l'audience est ainsi levée. Merci.